Bonjour et bienvenue à cette rediffusion du webinaire L'œuf et la poule, quelle est l'interrelation entre la maltraitance et l'itinérance à un âge avancé? Ce webinaire, organisé par la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées et présenté par Mélanie Couture, a eu lieu le 23 avril 2026. Il visait à mettre en lumière les différents liens qui existent entre ces deux problématiques qui affectent, rappelons-le, non seulement des personnes aînées, mais aussi des personnes adultes en situation de vulnérabilité. Si vous souhaitez revoir les informations clés présentées durant ce webinaire, nous vous invitons à consulter le site web de la chaire. Une fiche synthèse de 2 pages y est disponible. Celle-ci contient les principaux points abordés ainsi que des références scientifiques à l'appui, puisque cette présentation est ancrée dans la recherche. Le lien vers la fiche synthèse est disponible dans la description du vidéo. Merci beaucoup de votre intérêt et bonne écoute. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'amener un sujet qui est très peu abordé, ce lien-là entre la maltraitance et l'itinérance. Et les données récentes à travers les années ont démontré que le lien est beaucoup plus clair qu'on aurait pu penser initialement. Donc, allons-y. Pourquoi ce sujet-là? C'est important de comprendre que, comme je vous disais, au Québec, on conceptualise la maltraitance pas juste envers les personnes aînées, mais également envers les personnes en situation de vulnérabilité, donc des personnes qui peuvent être dans une situation temporaire ou permanente où il y a des contraintes et qui ont une difficulté à aller chercher de l'aide. Donc, vous pouvez aller voir dans le plan d'action ministériel pour contrer la maltraitance 2022-2027, il y a certaines particularités. Dans une loi dont je vais vous parler tout à l'heure, la loi 6.3 aussi, il y a toute la définition de personnes en situation de vulnérabilité. Et ce qui se passe, c'est que personnes en situation de vulnérabilité, ça l'inclut aussi les personnes en situation d'itinérance. Important ici. Et l'autre raison aussi, c'est que on se rend compte avec le processus d'intervention concertée, qui est un moyen de mettre des gens de plusieurs expertises autour de la table pour gérer des situations de maltraitance, qu'il y a parfois aussi, dans ce processus d'intervention concertée-là, des cas où l'itinérance est une contrainte, un enjeu qui fait partie de la situation de maltraitance également. Donc, il commence à avoir une structure, des liens à faire de plus en plus au Québec, principalement au niveau de la maltraitance et de l'itinérance. L'autre fait très, très important, c'est que la Maison du Père, qui est un organisme communautaire à Montréal, a contacté la chaire en 2024 pour faire un projet sur la maltraitance vécue par les personnes en situation d'itinérance. Parce que c'est comme si c'est quelque chose qui était pas vraiment décrit dans la littérature scientifique, alors que dans la vraie vie, finalement, sur le terrain, cette relation-là semblait de plus en plus évidente. Et surtout, c'était de dire, ben, les gens vivent la maltraitance, il faudrait mieux la décrire. C'est quoi la maltraitance en situation d'itinérance? Fait que c'était aussi de dire, ben, est-ce qu'il y a de la maltraitance avant, puis c'est ce qu'on voit sur le terrain, puis aussi pendant que les gens sont en situation d'itinérance. Donc, je dois donner à César ce qui appartient à César. Donc, la direction de la Maison du Père, Jaël Béjarin, est la personne qui a initié l'intérêt encore plus profond de la chaire pour le phénomène de maltraitance. Et on a fait aussi un projet, on est en cours de faire un projet de recherche, on a été subventionné, je vais vous en parler à la fin pour ça. Et je trouvais intéressant de dire, bon, on a écrit toute la demande de subvention et on a réussi à démontrer une logique, une interrelation à plusieurs niveaux entre la maltraitance et l'itinérance. Et je trouve que les webinaires de la chaire permettent justement d'aborder ces sujets-là plus en profondeur et de sensibiliser les gens à ce phénomène-là, dont on parle finalement très peu. Et on s'est dit, tiens, on va faire un webinaire sur le sujet, compte tenu qu'il y a de plus en plus de données scientifiques qui démontrent ces relations-là. On est encore au début, c'est pour ça qu'on va faire un projet de recherche aussi, mais c'est important de le discuter puis que les gens commencent à peut-être voir un peu plus clairement ces liens-là entre ces deux phénomènes-là. Comment on va fonctionner? Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, basé sur les données scientifiques récentes. Ce webinaire-là, cette présentation-là, va viser 3 éléments principaux.
identifier les facteurs de vulnérabilité communs à la maltraitance et à l'itinérance. Donc, quels sont les facteurs qui augmentent les risques de vivre de la maltraitance, mais qui augmentent aussi les risques de vivre de l'itinérance. Ensuite, on va expliquer un petit peu plus les situations de maltraitance qui peuvent précipiter vers un parcours d'itinérance. Et ensuite, décrire les situations de maltraitance vécues en situation d'itinérance. Vous voyez déjà que je vous parlais qu'il y avait des interrelations à plusieurs niveaux, mais c'est à ces 3 niveaux-là. Donc, c'est beaucoup plus complexe et riche qu'on aurait pu imaginer au départ ces relations-là entre les 2 concepts. Donc, on va parler premièrement, statuer sur le contexte de l'itinérance chez les personnes de 50 ans et plus, parce que c'est le contexte dans lequel on va parler, puis pour partir aussi avec un vocabulaire commun concernant l'itinérance. Donc, dans la politique nationale de lutte à l'itinérance, la définition est la suivante. Donc, c'est un processus de désaffiliation sociale et une situation de rupture sociale aussi. Donc, c'est un processus social qui se manifeste par la difficulté pour une personne d'avoir un domicile stable, sécuritaire, adéquat et salubre. Ça, c'est super important, c'est que c'est pas juste le fait d'avoir un endroit où dormir, c'est que cet endroit-là doit être sécuritaire et adéquat et salubre aussi. OK? Fait que c'est important. Donc, on ne peut pas juste donner un lit n'importe où pour dire OK, t'es correct, t'es plus en situation d'itinérance. Tout ça est dû à la faible disponibilité des logements ou des fois l'incapacité de la personne à maintenir un domicile. Mais aussi, c'est ancré dans la difficulté de maintenir des rapports fonctionnels stables et sécuritaires dans la communauté. Donc, on voit de plus en plus dans cette définition qu'il y a un aspect social, il y a des aspects relationnels, il y a des aspects d'être en contact avec, qu'il faut garder en tête parce que comme quand je vais parler de maltraitance, vous allez voir que ça l'explique beaucoup de choses et ça fait des liens entre différents éléments de maltraitance aussi. Fait important, l'itinérance, ça s'explique par la combinaison de facteurs sociaux, et individuels. Donc, c'est vraiment pas un phénomène qui est juste dû à la personne, mais il doit avoir aussi un contexte social qui va aussi amener la personne dans un parcours d'itinérance. Okay? Donc, ça, c'est important à comprendre. Et souvent, il y a plusieurs éléments qui sont ancrés dans le parcours de vie et s'accumulent tout le long du parcours de vie également. Donc, c'est pas juste la faute de la personne, OK? Fait que ça, il faut aussi avoir ça en tête. Et ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il y a le contexte qui favorise malheureusement les situations d'itinérance. Il faut aussi tenir compte qu'il y a la forme d'itinérance visible. Donc, ça peut être l'itinérance de rue sans abri qu'on entend beaucoup parler dans les médias. Et il y a l'itinérance hébergée visible, c'est-à-dire que les gens vont être dans des structures d'hébergement temporaire. Ça peut être des îlots, ça peut être des refuges qui sont destinés aux personnes itinérantes. Donc, ces personnes-là, on les voit, mais il y a toute la partie de l'itinérance cachée. Donc, il peut y avoir de l'itinérance hébergée, cachée, c'est-à-dire que des personnes vont être dans des motels, ils vont faire du couchsurfing qu'on appelle, qui vont être dans une maison de chambre, ils vont passer du divan d'un ami au divan de l'autre ami. Et il y a aussi l'itinérance domiciliée, donc c'est-à-dire que le logement il est non sécuritaire, insalubre ou aussi ça peut être surpeuplé. OK? Donc, il y a trop de monde pour l'espace disponible. Ça, c'est important à comprendre aussi parce que c'est-à-dire qu'on est habitué de voir surtout les personnes dans la rue, mais les autres types d'hébergements temporaires sont aussi considérés des formes d'itinérance. Et faut pas oublier, donc des fois d'avoir un lit temporaire, ça ne veut pas dire non plus qu'on est sorti de l'itinérance. Il y a différents types d'itinérance aussi. Il y a l'itinérance situationnelle. Donc, les personnes sont temporairement sans logement et après un certain temps, vont être en mesure de se retrouver un logement adéquat. Il y a aussi le cyclique. Donc, c'est des personnes qui vont alterner entre des périodes où ils ont un logement et d'autres périodes où ils vivent dans la rue. Et l'itinérance chronique, c'est vraiment les personnes qui n'ont pas occupé de logement depuis une longue période. Donc, ce vocabulaire-là va vous aider aussi dans le cours de la présentation pour comprendre certaines des nuances qu'on va apporter.
C'est important de parler de maltraitance envers les personnes aînées. Quand on parle de personnes aînées, on parle de personnes de 50 ans et plus au niveau de l'itinérance, parce qu'il y a un vieillissement accéléré. On va en reparler tout à l'heure, parce que quand on parle de personnes aînées, souvent on parlait de 65 ans et plus. Ici, on va parler de 50 ans et plus. Ce qu'on voit au Québec, même chose dans beaucoup de pays, aussi au Canada, c'est qu'une augmentation significative des personnes de 55 ans et plus qui se retrouvent en situation d'itinérance visible. Donc, en 2018, on parlait que la prévalence était de 24,2 et maintenant, on est rendu à 35,5 des personnes d'itinérance visible qui ont plus de 50 ans. Et ce qui fait important aussi, c'est que 17,5 des personnes de ce groupe d'âge-là en étaient à leur première situation d'itinérance. Donc, ce que ça veut dire, c'est que il y a de plus en plus de personnes qui, à 50 ans, vont se retrouver dans la rue pour la première fois de leur vie. C'est juste qu'on prenne un petit moment pour réfléchir à ça. Fait qu'imaginez, vous êtes rendu à 50 ans, vous avez normalement une vie, puis c'est souvent le cas, hein, souvent les gens ont mené une vie conventionnelle, entre guillemets, avant, avec un emploi, une famille et un logement, et tout d'un coup, on se retrouve à 50 ans dans la rue. Il faut tenir compte que c'est un environnement dans lequel on n'a jamais été, ça demande de l'adaptation impressionnante, puis souvent, c'est des situations très désagréables qui nous ont amenés là, OK? Et on n'a pas nécessairement, on pourrait dire en anglais, le street smart, donc les capacités ou les connaissances pour bien non plus survivre dans ce type de situation-là. Et généralement, ça va être de l'itinérance situationnelle, ce qui est le type d'itinérance le plus fréquent. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un épisode, puis ensuite, ils vont réussir à retrouver un logement. Mais on s'entend que c'est quand même un épisode qui peut être traumatisant dans la vie d'une personne de se rendre au point de même plus avoir de domicile. Et ça, c'est important à comprendre parce que c'est un type de population aussi qui va finalement ne pas être le genre de population qu'on va voir dans les services pour personnes itinérantes. Et ça, c'est une des raisons pourquoi aussi les organismes communautaires sont voir la charte de dire, bien, c'est une nouvelle population auxquelles on n'a pas eu à faire face avant, des personnes qui n'ont jamais été itinérantes, puis tout d'un coup, à un âge avancé, le deviennent. Donc, on va pouvoir reparler un peu des facteurs de risque aussi, mais on va aussi parler des situations qui vont précipiter aussi l'épisode d'itinérance. Donc, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ça a un impact très important sur la santé des personnes plus âgées de se retrouver sans domicile fixe. Donc, ce qui va arriver, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il va y avoir un vieillissement accéléré. Souvent, la santé physique et cognitive va se détériorer rapidement parce qu'on se ramasse dans des conditions de vie très, très difficiles. Puis, ça peut même diminuer l'espérance de vie de façon significative. Il y a aussi le taux de mortalité qui est 4 fois plus élevé que dans la population qui ne sera pas en situation d'itinérance. Et comme je vous disais, c'est pour ça aussi qu'on considère que le vieillissement accéléré fait qu'on va considérer à partir de 50 ans que les personnes en situation d'itinérance sont dans une population qu'on dit âgée. Là, c'est important, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la définition, on voyait vraiment que l'itinérance, il y a une grosse partie que c'est un processus social, OK? Et tout à fait, chez les personnes aînées, c'est vraiment caractérisé par vraiment beaucoup de désavantages cumulés au courant de la vie. Il y a aussi un processus d'exclusion sociale qui est relié au vieillir chez soi. Donc, on ne fait pas partie du vieillir chez soi. On n'a même plus de domicile. Et aussi, c'est qu'il y a plusieurs programmes. Et là, pour ceux qui me suivent, ils savent très bien que j'ai toujours la variable âge n'est pas une bonne variable à mettre sur des programmes parce qu'automatiquement, on va faire de l'âgisme pour ceux qui sont plus jeunes ou ceux qui sont plus âgés. Et ça aussi, ça joue. Donc, il y a plein d'une offre de services qui est basée sur des critères d'âge qui ne concordent pas nécessairement avec la réalité de la population itinérante, surtout si on considère qu'il y a beaucoup de services pour personnes aînées qui partent à 65 ans. Puis là, on parle de gens de 50 ans à 65 qui sont comme pas couverts par ça, mais qui se ramassent en situation d'itinérance et qui ont vécu aussi un vieillissement accéléré dû à ce type de situation-là. Donc, à un moment donné, ils sont un peu laissés pour compte tenu de l'âge.
Et aussi, l'autre problème, c'est que souvent, on va blâmer les personnes pour leur itinérance, ce qui n'aide pas à la stigmatisation et ce qui fait qu'ils sont exclus encore plus socialement. Donc, il y a un manque de reconnaissance de l'aspect social et sociétal qui vont pousser les gens vers l'itinérance, OK? Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'à l'inverse, les réseaux et les ressources relationnelles vont jouer un rôle important pour aider les gens à sortir de ce premier épisode d'itinérance aussi chez les personnes aînées. Donc, c'est comme si on se fait pousser dehors, mais en même temps, il faut des gens pour réussir à nous ramener dans la société et de reconnecter socialement. Donc, ici, il faut comprendre, comme on disait tantôt dans la définition d'itinérance, que c'est un processus de désaffiliation sociale. Donc, il faut, jusqu'à un certain point, renouer des relations avec la société, la communauté, les ressources et les personnes pour revenir. Je mets beaucoup d'emphase là-dessus parce que vous allez voir ce que je vais vous présenter pour la suite. Ça fait beaucoup de liens aussi, encore une fois, avec la maltraitance. Bon, la recherche, je dois parler de recherche, je suis une chaire de recherche. La recherche sur l'itinérance au Canada, donc il y a un texte qui a été, un article qui a été mis de l'avant par Alison Smith et Anna Kopek, que je remercie d'avoir fait ça, qui ont fait un peu un portrait de la recherche sur l'itinérance au Canada. Et sur les 251 articles publiés, et c'était surtout des articles qui ont regardé la situation à Vancouver, Toronto et Montréal. Donc, on reste vraiment dans l'urbain. Et on le sait de plus en plus, vous l'avez probablement entendu aux nouvelles, que tout ce qui est itinérance est rendu un peu partout au Québec. Là, c'est plus juste les grands centres. Et on se retrouve justement avec des manques de services. Et aussi, des fois, on fait, ben là, on n'a jamais eu ça avant, comment qu'on s'organise? Ben, la recherche, c'est un peu comme ça. C'est qu'on s'est concentré sur les grands centres où était je vais dire maltraitance, l'itinérance globalement. Ça fait qu'il y a quand même un biais. Donc, dans les études, on décrit bien les réalités urbaines, mais il manque d'informations sur les autres types de réalités dans les villes plus petites. Et ce qui est frappant aussi, c'est que dans la recherche, 75 des études s'attardaient à la santé physique et mentale. Donc, on parlait aussi d'utilisation de substances, utilisation des services, etc. Donc, il y avait juste un 25 qui abordait les programmes, les services, le parcours d'entrée, les sorties de l'itinérance, puis l'implication aussi dans le système de justice pénale. Fait que ce qui est intéressant à constater, c'est que la définition de l'itinérance est beaucoup ancrée dans l'idée de processus social, mais dans la littérature, on reste beaucoup encore sur le côté santé. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, la vision est un petit peu biaisée également. On s'entend qu'il y a quand même du financement un petit peu plus dans les dernières années pour ce type d'études-là, mais on a encore besoin de beaucoup d'informations à ce sujet-là. C'est quand même assez récent que la littérature a commencé un peu plus à noter des indices d'interrelation entre la maltraitance et l'itinérance, c'est-à-dire que la littérature scientifique, dans un contexte d'itinérance, aborde principalement l'idée de victimisation, discrimination, sans utiliser le mot maltraitance, qui est beaucoup plus utilisé, je dirais, au niveau des enfants, mais aussi au niveau des personnes aînées, donc maltraitance envers les personnes aînées. Donc, vu qu'on étudiait moins aussi les populations plus âgées avant, on parlait plus de victimisation comme telle. Donc, l'idée de maltraitance envers les personnes aînées et itinérantes a commencé à apparaître beaucoup plus tard. Donc, on peut voir 2015, Peterson et Parcell, ils ont commencé à identifier la maltraitance dans une étude auprès d'intervenants et de personnes itinérantes que la maltraitance envers les personnes aînées semblait être un facteur précipitant à l'itinérance. Donc, on commençait là, à faire certains liens entre maltraitance et itinérance. Et en 2022, McNeil et Burns, donc David Burns, un collègue qui a une chaire maltraitance à Toronto, ils ont essayé de conceptualiser l'intersection de l'itinérance et la maltraitance à un âge avancé à partir de la littérature. Mais même jusqu'à 2022, c'était plus ou moins clair. Fait que vous voyez, là, on est rendu en 2026, puis c'est là que je vais vous montrer que certains éléments aussi se sont clarifiés de ce côté-là. Eux, l'angle qu'ils avaient découvert comme interrelation, c'était la maltraitance comme un facteur de risque possible
de l'itinérance d'un âge avancé et qu'il parlait qu'il y avait de la maltraitance systémique des personnes aînées dans les refuges pour plein de raisons. Je vais rentrer un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, il y avait un début de conceptualisation. C'est pour ça qu'on en parlait moins. Puis c'est pour ça peut-être que certains d'entre vous ont vu le titre de ce webinaire-là, puis ont dit, mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est pour ça que je souhaitais en parler parce que maintenant, on a encore plus de preuves scientifiques qu'il y a vraiment de plus en plus de liens entre ces différents concepts-là. Avant d'aller plus loin, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui suivent moins la chaire et qui n'ont pas encore vu la définition de maltraitance, on va en discuter, puis je vais faire les liens aussi déjà un peu avec la définition d'itinérance. Donc, qu'est-ce que la maltraitance? C'est la définition utilisée au Québec. Il y a maltraitance quand il y a une attitude, parole, geste ou un défaut d'action approprié. Important, donc nous autres, on considère attitude, parole, geste. Donc, on parle de violence ici, ou un défaut d'action appropriée, donc de négligence. Un défaut d'action appropriée, vous vous rappelez tantôt, je vous parlais que la définition que d'avoir un logement qui est inadéquat, donc si on charle après le propriétaire puis que le logement est inadéquat, on tombe dans de la maltraitance déjà là, de ce côté-là. Ça peut être un geste singulier ou répétitif. Ça se produit dans une relation avec une personne, une collectivité ou une organisation, il devrait avoir de la confiance. Donc, c'est pas avec des gens, des inconnus. OK? La maltraitance, c'est vraiment avec des gens qu'on connaît et en qui on devrait avoir de la confiance. Et ça l'inclut les organisations qui offrent des services, mais ça inclut les personnes aussi qui offrent des services. C'est pour ça que je vous parlais de locataires, propriétaires également, ça rentre là-dedans. Et les intervenants des différentes organisations, dont les intervenants travaillant au sein de la santé et des services sociaux, de tous ces services-là aussi, ça rentre là-dedans. OK? Fait que ça, c'est important. Puis ça fait aussi un lien avec le processus social, je vous parlais au niveau de l'itinérance également. Et ça doit causer, bon, pour qu'on considère de la maltraitance, ça doit causer du tort ou de la détresse chez une personne adulte. Donc, comme on vous disait, c'est pas juste chez les personnes aînées, chez les personnes adultes, la maltraitance. Et aussi, ça peut être intentionnel ou non. Donc, dans le cas de la maltraitance, ça peut être intentionnel, la détresse ou le tort causé, ça peut être non intentionnel également. Chose importante aussi, je vous ai parlé de violence et négligence. On parle de différents types psychologiques, physiques, sexuels, matériels et financiers, violation des droits, organisationnel et aussi âgisme. Vous allez voir qu'on va revenir sur l'idée d'organisationnel, de maltraitance organisationnelle et bien sûr d'âgisme également parce que c'est sous-jacent à certaines des situations d'itinérance. Je veux vraiment me centrer sur la maltraitance organisationnelle parce que je vais vous parler des exemples en lien avec ça. Donc, la maltraitance organisationnelle au Québec, c'est pas reconnu dans tous les pays. Ici, on le reconnaît, le ministère reconnaît aussi. C'est que, donc, quand il y a des pratiques ou des procédures que des organisations ont, ça peut être privé, public ou même communautaire, et qui causent du tort, c'est de la maltraitance organisationnelle. OK? Et c'est ça que je vous disais tantôt que David Burns avait commencé à amener cette idée-là, mais au niveau du Canada, ce n'était pas nécessairement reconnu, la maltraitance organisationnelle. Au Québec, nous, c'est bel et bien reconnu. C'est reconnu dans la loi pour contrer la maltraitance et même il y a des sanctions pour ça également. Et tout ce que je vous amène va aussi vous donner des pistes peut-être des fois, puis je vais en reparler à la fin, sur les actions potentielles par rapport à l'itinérance, mais qui sont ancrées dans des ressources plus maltraitance. C'est quoi? Donc, on vous parlait de facteurs de risque et facteurs vulnérabilité. On va aller voir un petit peu c'est quoi les facteurs de risque d'itinérance et on va faire ressortir les facteurs de risque d'itinérance, finalement, qui sont aussi reliés aux mêmes facteurs de risque pour la maltraitance. Donc, ça veut dire que quand les facteurs sont présents, on est à la fois plus à risque d'itinérance, mais aussi plus à risque de maltraitance également. Donc, pour ceux qui sont en itinérance, qui travaillent auprès des personnes en situation d'itinérance, il y a justement une étude qui est sortie de Wang en 2026 qui a fait vraiment un bon portrait des facteurs à partir d'études quantitatives et qualitatives. Et voici les principaux facteurs. Il y a aussi les facteurs sociétaux. Je ne me suis pas concentrée là-dessus aujourd'hui. Je voulais vraiment plus parler de ceux qui pouvaient être en lien avec la maltraitance. Donc, vous pouvez aller voir l'article. Je vais mettre la référence dans la fiche synthèse. Au niveau des facteurs individuels, donc les facteurs individuels reliés à l'itinérance, ça peut être les problèmes de santé mentale, donc la présence de problèmes de santé mentale, problèmes de dépendance, donc alcool, drogue, les maladies physiques, l'historique d'incarcération. Souvent, les hommes sont plus à risque aussi,
les minorités visibles et aussi plus jeunes. Mais là, on est vraiment dans les personnes aînées. Fait que les personnes aînées qui, je dirais, plus dans la cinquantaine, soixantaine à ce moment-là. Si on regarde les facteurs relationnels, tout ce qui est expérience négative durant l'enfance, en particulier les traumas, faible soutien social, avoir vécu des fraudes ou des crises financières, la violence interpersonnelle, d'être une personne proche aidante chez les femmes, ne pas être mariée et tout ce qui est rupture relationnelle. Fait que vous voyez, on parlait tantôt de processus social, processus relationnel. Il y a beaucoup de facteurs de risque d'itinérance qui sont ancrés dans les relations avec les autres. Donc, c'est vraiment pas juste un processus individuel, mais il y a vraiment un aspect de relation aussi qui doit être entré en jeu. Donc, pour ne pas faire durer plus longtemps le suspense, c'est quoi le lien avec les facteurs de risque maltraitance? Donc, je suis allée chercher les facteurs de risque qui sont nommés dans l'étude de Burns et collaborateurs, ceux qui viennent de l'étude canadienne longitudinale sur le vieillissement. Donc, c'est des études canadiennes. Et ce qu'on peut voir, c'est que le problème de santé mentale, c'est un facteur de risque à la fois pour l'itinérance et à la fois pour la maltraitance. Maladie physique, même chose. Minorité visible, même chose. Les expériences négatives durant l'enfance. Donc, on sait que la revictimisation, les traumas durant l'enfance vont aussi favoriser les risques de maltraitance rendus à un âge plus avancé. Faible soutien social. Dans son étude, David Burns disait que justement un bon soutien social, ça protège, mais on voit très bien dans d'autres études que le faible soutien social va aussi augmenter les risques non seulement d'itinérance, mais de maltraitance également. Fait super important à remarquer, j'ai mis en mauve fraude ou crise financière. C'est des facteurs c'est de la maltraitance qui est facteur de risque d'itinérance directement. Et violence interpersonnelle, c'est aussi de la maltraitance qui est un facteur de risque direct d'itinérance. Donc, on voit très bien qu'il y a plusieurs facteurs de risque en commun entre la maltraitance et l'itinérance et qu'il y a même des facteurs de risque d'itinérance qui sont de la maltraitance. Donc, c'est des études très récentes qui commencent à démontrer que vraiment, il y a un lien très clair entre ces éléments-là et qu'il faut aussi commencer à regarder un petit peu plus la maltraitance en situation d'itinérance. Avec la littérature, on est aussi capable d'identifier des situations de maltraitance qui vont précipiter les situations d'itinérance plus concrètement. Donc, on peut parler, par exemple, d'agisme, une discrimination. Vous vous souvenez, l'agisme au Québec, c'est perçu comme un type de maltraitance. Donc, on est discriminé compte tenu de notre âge. Ici, dans le cadre de l'itinérance, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres discriminations combinées. On le voit bien avec le côté homme, donc genré, et aussi le côté, âge plus jeune, pas âge plus jeune, excusez, minorité visible également. Mais si on va un petit peu plus loin, c'est que finalement, de l'agisme dans le marché du travail va faire que c'est plus difficile de retourner sur le marché du travail. Donc, si on perd notre emploi, ça se peut qu'on soit plus capable de payer un loyer et qu'on a des difficultés à retourner sur le marché du travail. Même chose, des fois, l'âge va faire qu'on peut avoir plus de difficultés à retrouver un logement approprié. Et comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que pour certains programmes, il faut avoir atteint un certain âge, donc ça peut être 65 ans, 60 ans, et des fois, on est trop jeune, on est considéré personne âgée en situation d'itinérance à partir de 50 ans, mais qu'on n'a pas accès à ces programmes d'aide ou gouvernementaux qui pourraient nous aider à se sortir de cette situation d'itinérance-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'agisme, discrimination va jouer un rôle, donc c'est une forme de maltraitance au Québec pour précipiter la situation d'itinérance. Il y a des liens qui sont très bien faits au niveau de violence conjugale. C'est sûr qu'on parle plus maintenant de violence entre partenaires intimes. Et donc, la violence entre partenaires intimes est une forme de maltraitance également. Qui a certaines particularités, donc par exemple le contrôle coercitif, et souvent il y a une intentionnalité qui est là aussi par rapport à causer du tort et de la détresse. Et c'est une des causes les plus importantes d'itinérance, surtout chez les femmes. Et en bref, c'est que l'itinérance va être en soi une revictimisation de ces personnes-là. Et un des problèmes aussi, c'est que beaucoup de refuges pour femmes sont inadaptés aux personnes aînées.
Donc, si on est dans une situation de violence entre partenaires intimes et on veut aller dans les refuges pour cette situation-là, si on a des problèmes de mobilité ou d'autres problèmes au niveau fonctionnel en tant que personne aînée, il peut y avoir des difficultés à intégrer ces milieux-là qui sont beaucoup plus adaptés aux familles et aux femmes plus jeunes. Par exemple, il peut y avoir des escaliers, il peut y avoir des lits à 2 étages qu'on appelle communément des bunk beds. Aussi, c'est que des fois, il peut manquer de place et avoir une certaine surpopulation. Il manque d'espace justement pour utiliser aussi les aides à la mobilité. Donc, ces aspects-là sont importants dans le sens que la violence entre partenaires intimes va mener ou déclencher un processus qui va mener vers l'itinérance. Il y a aussi, et ça, c'est assez intéressant que ça a ressorti, c'est que la maltraitance en contexte de proche aidance peut aussi être une voie vers l'itinérance. Donc, c'est une étude qui a été faite en Australie. Puis, quand je regarde les cas réels et les cas de maltraitance qu'on voit au Québec, ça fait beaucoup de sens aussi. Donc, en bref, c'est que les gens vont vivre avec leur famille et vont se faire éviter, donc vivre une éviction de la part de leur famille, donc pas d'un propriétaire, comme on dirait, en relation locataire-propriétaire, mais des gens qui vont cohabiter avec leur famille, qui vont être mis dehors finalement. Ce qui se passe, c'est que souvent, et tout ça est dans un contexte de proche aidance. Donc, c'est souvent une personne aînée qui a des troubles fonctionnels, des troubles cognitifs ou autres, et que vu qu'elle prend beaucoup d'énergie, de temps de tout le monde, qu'à un moment donné, elle va devoir sortir du logement et elle va vivre une éviction par sa famille. Souvent, c'est dans une situation où il y a une surpopulation, donc il y a beaucoup de gens ensemble. Je pense qu'avec la crise du logement, on va le voir de plus en plus, là, les gens qui vivent ensemble, mais qu'il n'y a peut-être pas l'espace pour que tout le monde soit là. Et aussi, ça peut être des événements stressants, des divorces, d'autres maladies, etc., dans le groupe familial qui vit ensemble. Mais aussi, surtout, c'est qu'on va voir qu'il va y avoir du stress et de la maladie chez la personne proche aidante et souvent qu'il va y avoir de la négligence envers la personne aînée avant que la personne soit mise dehors par la famille. Donc, c'est vraiment la partie proche aidance, la partie de soins qui fait qu'elle ait besoin de la personne aînée qui fait qu'elle va perdre son milieu de vie. Et il y a aussi tout l'aspect maltraitance matérielle et financière envers les personnes aînées qui vont contribuer à l'itinérance. Fait que ce qui va arriver, c'est que des fois, les gens vont habiter, ils vont vendre leur maison, vont venir habiter avec leurs enfants, puis finalement, les enfants surtout, là, ils vont demander des frais exagérés par rapport aux frais courants. Ils vont dire, bon, ben là, il faut que tu me donnes 2000 pièces pour rester ici. Je fais un chiffre comme ça, pour payer l'électricité et la bouffe, ce qui n'a pas de bon sens. Puis si la personne refuse, ben, ils la mettent dehors. Mais là, elle a quitté son autre milieu de vie, qui des fois était à moindre coût, pour venir vivre avec ses enfants qui avaient demandé de vivre avec. Puis une fois que la personne est rendue là, ben là, ils ont des demandes excessives de ce côté-là. Il y a aussi des fois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, ben, vends ta maison, paye-nous à payer la nôtre et on va pouvoir rester, tu vas pouvoir rester avec nous. Donc, ils contribuent à l'hypothèque de l'enfant, mais ils ne font pas partie finalement, ils n'ont aucun droit légaux sur la nouvelle maison. Donc, ils ont contribué, moi, je ne sais pas, 50 000 finalement, les enfants vont mettre la personne dehors sans nécessairement lui redonner son argent ou quoi que ce soit. Ce qu'on voit des fois aussi, c'est que les gens, tout le monde va aménager ensemble. La personne aînée va vendre sa maison à un faible coût aux enfants, puis une fois que les enfants ont acquis les droits de la maison, ils la mettent dehors. OK? Donc, c'est tous des événements qui vont faire des types de maltraitance dans le contexte de proche aidance, principalement, qui vont faire que la personne va être en route vers l'itinérance de cette façon-là. Puis, bien sûr, il faut parler des évictions et des rénovictions qu'on entend beaucoup parler. Donc, il y a des évictions par les propriétaires qui ne sont pas du tout justifiées, qui sont considérées de la maltraitance. Et bon, on sait qu'il y a plusieurs cas qui se ramassent au TAL par rapport à ça. Et l'autre aspect de ça, c'est que les logements sont inaccessibles et inabordables. Donc, la personne, le problème, c'est que dès qu'elle a une éviction, qui est de la maltraitance en soi, c'est que même si elle veut se retrouver un autre logement, elle n'est pas en mesure de le faire pour les raisons que tout le monde connaît au niveau des coûts.
Et c'est ça que certaines organisations ont dénoncé. Entre 2020 et 2023, tout le monde sait, pandémie encore, les comités de logement, ils disaient que les demandes d'aide avaient augmenté de façon importante parce qu'il y avait eu plein d'évictions forcées, des hausses de loyers abusives, on est encore là-dedans aussi en partie, et qu'il y avait peine à répondre aux demandes. Donc, même si les personnes vivent de la maltraitance de la part du propriétaire, ils n'ont pas nécessairement capacité toujours d'avoir toutes les ressources à ce niveau-là. Et souvent, les gens oublient que c'est de la maltraitance et que on peut utiliser peut-être des ressources en maltraitance pour aller un petit peu plus loin. Je vais en parler par la suite. Et là, il y a un nouveau phénomène, puis j'en ai entendu quelques cas au Québec un peu en ce sens-là, puis on va discuter ça. Donc, si vous regardez le titre, en Ohio, il y a des CHSLD qui vont dumper euh, leurs patients dans les refuges pour personnes itinérantes. OK? Il y a des proches aidants qui font la même chose. Ceux qui ont écouté, je ne sais pas comment rappeler l'émission télé, mais donc, il y a des cas où on va mettre la personne dans les refuges, puis on dit, moi, je m'en vais. Ça vient un peu avec l'idée de proche aidance, mais là, c'est des nursing home, donc c'est des CHSLD qui font ça au Ohio. Et ce que je vous dirais, c'est que souvent, dans ce cas-ci, c'est quelqu'un qui avait une consommation d'alcool. Donc, dans les résidences, puis dans les RPA et les CHSLD, on ne tolère pas les consommations de stupéfiants, d'alcool, et etc. Fait que c'est ces personnes-là souvent qui vont être exclues du milieu. Et j'ai mis en gros en bas, c'est que finalement, il n'y avait pas juste une organisation qui fait ça, c'est que les autorités commençaient à avoir, puis les refuges pour personnes itinérantes ont commencé à avoir plusieurs cas. Donc, c'est pas juste une histoire isolée, il commençait à avoir une certaine tendance qu'à un moment donné, on disait, bon, ben c'est fini, on veut pas t'avoir ici, on va te porter dans les refuges. Je vous dirais que, justement, en parlant de la Maison du Père, la Maison du Père a justement une résidence privée pour aînés qui va permettre aux personnes itinérantes plus âgées de vivre là. Et une des particularités, c'est justement cette tolérance-là de la consommation d'alcool ou de prendre compte des problèmes de consommation. Et ça, c'est un problème qu'on risque de voir de plus en plus au Québec. S'il y a un problème de consommation, les ressources habituelles de logement ne veulent pas avoir ces personnes-là. Il faut tenir compte aussi que au contraire, au Québec, ce qu'on voit, c'est que les personnes en situation d'itinérance plus âgées, des fois, c'est qu'on va leur trouver une place en CHSLD justement pour les sortir de l'itinérance. Mais ce que je vous dis, c'est que c'est plus juste des propriétaires ou des proches aidants. On commence à voir des instances où c'est même les CHSLD qui vont porter les gens dans les refuges directement. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de liens et d'événements précipitants qui sont de la maltraitance. On le voit aussi que la maltraitance fait maintenant partie aussi des facteurs de risque qu'on semble voir dans la littérature scientifique pour mener à l'itinérance. Mais une fois que la personne est en situation d'itinérance, c'est là qu'on voit aussi qu'ils vont vivre encore de la maltraitance. Vous pouvez imaginer qu'on vit de la maltraitance, ça nous met à risque de situation d'itinérance. Il y a une situation de maltraitance qui nous précipite vers une situation d'itinérance. Et une fois qu'on est en situation d'itinérance, on va vivre d'autres situations de maltraitance. Là, j'espère que vous me suivez. Je sais que. Et donc, c'est vraiment à 3 niveaux qu'il y a des liens entre l'itinérance et la maltraitance. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit tantôt qu'on parle que ça doit être une personne en qui on a confiance. C'est sûr que les personnes en situation d'itinérance, ils vivent des vols d'effets personnels et des agressions, mais c'est pas toujours des inconnus. Des fois, c'est des personnes qui connaissent. Ça peut être des personnes considérées des amis, ça peut être un partenaire intime aussi. Donc, en situation d'itinérance, on voit qu'il y a des vols et les personnes aînées sont plus à risque que les plus jeunes de vivre des agressions physiques et d'être victimes de vols en situation d'itinérance parce qu'ils sont vus comme des proies plus vulnérables et plus faciles. Et ils l'ont en tête. Les personnes aînées, ils ont peur de se faire voler le peu d'objets qu'ils ont. Et le vol va jusqu'à voler des médicaments, des aides techniques. Donc, il faut imaginer que vous n'avez plus vos médicaments, vous n'avez plus votre canne ou votre marchette et que votre santé physique et psychologique va être affectée vraiment négativement aussi. Donc, vous êtes vraiment dans une situation encore pire
du fait que vous n'avez même plus les éléments de base et on vole des médicaments puis des aides techniques. Fait que vous pouvez imaginer comment que ça peut être traumatisant d'avoir à vivre tous ces éléments-là. Fait que vous imaginez la trajectoire. Là, la personne a vécu de la maltraitance à plusieurs étapes, puis en plus, elle continue à être victimisée une fois qu'elle est rendue en situation d'itinérance. Je dirais encore pire que ça. Comme je disais tantôt, en maltraitance organisationnelle, on considère aussi que c'est des pratiques et procédures, mais que ça peut aussi être des intervenants. Et on voit dans d'autres situations, pas juste en situation d'itinérance, il peut y avoir de la maltraitance de la part des intervenants puis de la maltraitance organisationnelle. Mais là, dans la littérature, on nomme certains types de maltraitance organisationnelle envers les personnes aînées en situation d'itinérance. Donc, on constate que les ressources ne sont pas adaptées aux personnes aînées sécuritaires. Ça, que c'est des pratiques et procédures qui sont préjudiciables. Les approches sont beaucoup centrées sur les plus jeunes, puis souvent, on va négliger les besoins des personnes aînées. Et aussi le fait que les ressources d'hébergement ne sont pas des milieux sécuritaires. Donc, on n'est pas capable d'assurer la sécurité des gens dans les ressources d'hébergement. Fait que souvent, si on considérait les ressources comme difficiles, discriminantes, puis parfois même dangereuses, si vous avez écouté certains reportages, on voyait très bien que certaines personnes évitent les refuges, évitent les haltes chaleur parce qu'ils disent il y a trop de bruit, c'est dangereux, puis je suis plus en sécurité ailleurs. Donc, ça, c'est une des façons qu'il y a de la maltraitance organisationnelle en situation d'itinérance, mais il y a aussi de la discrimination de la part des intervenants. Oui, il y a des très bonnes organisations, oui, il y a des très bons intervenants, mais il risque qu'il y en a certains qui vont baser leur approche sur des stéréotypes et les gens disent, bon, ben, t'es stéréotypé, toxicomane, psychotique et dangereux et on te traite de cette façon-là, puis des fois, c'est même pas le cas. Et aussi, c'est que les protocoles standardisés vont être un peu structurés autour de ces stéréotypes-là également. OK? Et que l'idée, c'est pas qu'il n'y a pas de toxicomane, qu'il n'y a pas de psychotique, qu'il n'y a personne dangereuse dans les personnes en situation d'itinérance. C'est qu'on considère que tout le monde l'est ou on agit comme si tout le monde l'est. Et c'est là que ça commence à être problématique de ce côté-là. Comme j'ai dit, c'est pas moi qui le dis, là, ça vient de la littérature. Je sais que ça va offusquer certaines personnes de parler comme ça, mais il reste que c'est des problèmes qui sont rapportés aussi au Québec. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on brise la confiance de la personne avec les organisations en faisant de la maltraitance organisationnelle, on n'aide pas le problème. Donc, tout ce qui est expérience négative avec les organisations ou les intervenants va complexifier l'accompagnement des personnes en situation d'itinérance. Donc, ils sont découragés et ils vont être méfiants envers les ressources d'aide. Fait que là, on n'est pas capable de les approcher pour les aider parce qu'ils sont tannés et ont eu assez de problèmes comme ça. Fait que vous pouvez imaginer qu'on parlait du processus de désaffiliation sociale. Fait que là, tu veux de l'aide, puis même ceux qui sont supposés t'aider te nuisent. Fait que le processus, là, on est encore en train de se sortir encore plus de la société puis s'éloigner des gens de façon encore plus prononcée. Ce que ça fait, c'est que ça va retarder la recherche d'aide aussi. Fait que les gens attendent beaucoup plus tard. Donc, souvent, on tombe dans des situations de crise ou d'urgence au lieu de pouvoir aider un petit peu plus tôt. Et il y en a que même en situation d'urgence, ne voudront pas aller à l'hôpital, ne voudront pas appeler la police et tout ça. Donc, ça fait que ça a des grosses barrières à aider les personnes itinérantes aussi du fait qu'il y a de la maltraitance organisationnelle dans les différents services et façons de faire, ce qui complexifie finalement tout le processus de combat face à l'itinérance. J'essaie d'être positive aussi, fait qu'on va parler un petit peu rapidement des pistes de solutions. Comprenez avec tout ce que je viens de vous dire par rapport au rôle de la maltraitance au niveau des situations d'itinérance chez les personnes de 50 ans et plus, que c'est important de baser finalement l'approche, d'utiliser des approches sensibles au traumatisme et à la violence. On le voit que les traumatismes, souvent, ils étaient là bien avant la situation d'itinérance. La violence est très présente aussi avant, pendant, après. Donc, il faut vraiment avoir comme principe de base qui sont dans ces approches-là un environnement physique sécuritaire, ce qu'on n'a pas présentement et ce qui est considéré de la maltraitance organisationnelle. Avoir un environnement socio-émotionnel sécuritaire, même chose. Il faut bâtir le lien de confiance et là, la maltraitance organisationnelle nuit à ce lien de confiance-là aussi. Il faut utiliser les forces de la personne et son autonomisation. Là, je ne rentre pas dans tous les détails, mais ça vous donne une vision globale.
Faut pas oublier, je pense aussi, que les ressources services en maltraitance, des fois, dans certains cas, peuvent jouer un rôle aussi. Encore une fois, j'ai pas le temps de rentrer en détail, mais ça, on pourra en reparler plus tard. Je vais faire des recommandations plus précises aussi à la fin de l'étude. Donc, la loi 6.3, qui est la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Il y a des fois possibilité de signalement obligatoire. Je vous parlais du processus d'intervention concertée. Et il y a des sanctions aussi, pas juste individuelles, mais au niveau organisationnel aussi, s'il y a trop de problèmes de maltraitance au niveau de certaines organisations. Des fois, on peut appeler aussi la ligne de maltraitance adulte aîné parce qu'il faut gérer la situation de maltraitance si en plus ça risque d'amener la personne à une situation d'itinérance. Et il y a aussi le centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, les CAP qu'on appelle, qui peuvent aider aussi à faire certaines plaintes au niveau organisationnel. Ça peut aider aussi au niveau des résidences privées. Ils ont un mandat pour faire ça. Donc, s'il y a des problèmes puis on risque d'éviction d'une résidence, on peut aussi travailler avec eux autres. Comme je dis, c'est des pistes là, que je vous donne. Ce qu'on entend aussi, ce qu'on voit dans les écrits, c'est que les interactions positives aident au cheminement, aident à sortir les personnes aussi des situations d'itinérance. Donc, et même ça peut être plutôt aussi un facteur de protection avant. Fait que d'essayer de renforcer le système social au niveau des personnes va aider à éviter peut-être l'itinérance, mais peut aider aussi les gens à s'en sortir et de communiquer fréquemment avec des intervenants qui sont de bonne foi. Ça peut aider à réduire l'isolement puis rattacher les gens tranquillement à la société. Puis, il y a toute l'idée en maltraitance aussi, nous autres, qu'on approche l'approche bien traitante, qui est vraiment dans la valorisation du respect de toutes les personnes, leurs besoins, leurs demandes, mais aussi les refus. Et comme ça, on peut aider des fois à avoir une meilleure situation au niveau de la confiance et d'être en mesure de reconnecter la personne au niveau relationnel aussi. Et fait que tout ça pourrait être un petit indice ou quelque chose à aller un petit peu plus loin. Il reste qu'on a besoin d'avoir un portrait un petit peu plus diversifié puis d'adapter les programmes puis les politiques parce que, bon, c'est beaucoup les programmes sont très axés sur les hommes plus jeunes. Fait que donc, il faut aller un petit peu plus loin. Les femmes aînées, les hommes aînés aussi, il faut trouver d'autres façons. C'est pour ça que je disais tantôt, la Maison du Père ont développé des RPA. On a besoin d'autres pour ces populations-là aussi. Là, je vais parler rapidement de LGBTQ+, aussi. Fait que toutes ces populations-là sont souvent plus en itinérance invisible et dans les études aussi sont moins tenues compte. On a besoin d'un peu plus de détails pour adapter les programmes aussi de ce côté-là. Fait que, avant d'arriver dans le projet de recherche, donc j'espère que dans la présentation, vous avez compris qu'il y a des facteurs de risque de maltraitance et d'itinérance qui sont communs et qu'il y a même la maltraitance qui est un facteur de risque direct de l'itinérance chez les personnes plus âgées. Vous avez vu aussi qu'il y a plusieurs situations de maltraitance individuelle, mais aussi organisationnelle, qui peuvent mener aussi aux situations d'itinérance et que les personnes en situation d'itinérance de 50 ans et plus, ils vivent en plus d'autres situations de maltraitance pendant leur épisode d'itinérance. Je vous ai dit qu'ils ont manqué un peu de données et ce qu'on a eu comme subvention, je n'ai pas le droit de dire l'organisation, ils ne l'ont pas rendu public, mais on a eu un financement pour un projet qui s'intitule Vécu des interactions sociales par les personnes de 50 ans et plus sans domicile fixe pour la première fois, perspective des hommes et des femmes vivant dans cette situation et des organismes communautaires qui les accompagnent. Le but, c'est vraiment de comprendre les interactions sociales avant et pendant l'épisode d'itinérance, positives et négatives, parce qu'on va aussi trouver quel genre d'interactions positives aident les gens, puis quel genre d'interactions négatives nuisent aux personnes. Bien sûr, on va faire ressortir les deux types d'interactions, mais on va aller aussi faire ressortir les aspects maltraitants. Ça va être des entrevues individuelles auprès des personnes en situation d'itinérance 50 et plus, mais aussi des organismes qui les soutiennent. Donc, on fait vraiment un projet qui va parler aussi directement de maltraitance et aussi de bien-traitance. Donc, qu'est-ce qui s'est bien passé aussi? On ne veut pas être juste dans le négatif. Comme je dis, c'est fait en collaboration avec la Maison du Père, mais ça va être un projet à travers le Québec au complet.
Je dois dire merci aussi à mes co-chercheurs Philippe Roy, Rachel Weldrick et Sabrina Lessard. Vous voyez que je me suis entourée de gens qui ont déjà travaillé aussi en itinérance, parce que c'est important. Comme je dis, moi, mon expertise est vraiment maltraitance. Je m'améliore beaucoup en itinérance, mais c'est important de combiner les deux expertises. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas non plus qu'on a un balado que vous pouvez aller aussi écouter. Il n'y a pas juste les webinaires. Vous pouvez aller sur le site web de la Chaire. Il y a un onglet à cet effet-là. Ben, merci beaucoup. Je suis super contente de votre participation. Ça nous aide. Je sais que vous allez être des bons ambassadeurs puis que vous allez parler aux autres personnes de ce qu'on a dit aujourd'hui. Vous allez peut-être participer au projet aussi qui est en cours. Si vous voulez plus d'informations, maltraitance des aînés, et on va être en mesure de vous donner aussi plus d'informations par rapport au projet qui va débuter très bientôt. Fait que merci beaucoup. Avant de partir, on veut juste vous rappeler que si vous avez des préoccupations par rapport à la maltraitance, que vous croyez être maltraité, que vous êtes témoin d'une situation ou même que vous êtes un professionnel face à une situation complexe, vous pouvez appeler la ligne Aide maltraitance adulte aîné au 1-888-489-2287. C'est une ligne provinciale d'écoute qui est entièrement bilingue puis qui est disponible 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures. Donc, le 1-888-489-2287.